Bon matin sur France 3 Bretagne, j'espère que vous allez bien et que les vacances ont été bonnes pour celles et ceux qui ont la chance de partir. Ce lundi 8 mars, il ne vous a pas échappé, c'est la journée internationale des droits des femmes. Partout dans le monde, égalité au travail, à la maison, violence et féminicide, on en parle et on fait le point avec nos invités dans quelques instants. Mais avant, on ne perd pas nos bonnes habitudes, on part retrouver Evan. Salut Evan, quel est ton programme ce matin ? Bon matin Anne Fantet et bon matin à vous derrière votre écran. Je suis ravi de vous retrouver. Et pour cette rentrée, j'avais envie de vous faire profiter de cette magnifique vue sur la baie de Cancale derrière moi. Et justement, nous sommes à Cancale, alors on va parler des huîtres, puisque vous ne le saviez peut-être pas, mais les huîtres de Cancale sont classées au patrimoine immatériel français par l'UNESCO. C'est quand même la classe. Alors pourquoi ? Eh bien, on va essayer de le savoir en parlant avec vous, Stéphane. Bonjour. Bonjour, Ivan. Alors, vous nous accueillez à la ferme marine de Cancale. C'est ce magnifique site face à la mer. Expliquez-nous l'histoire de l'ostréiculture ici, à la ferme marine. Alors, l'entreprise a été créée par le grand-père de mon épouse, Véronique, en 1935 à peu près. On s'est installé sur ce site autour des années 70. Et on a ouvert la ferme marine, qui est la partie touristique qui reçoit du public pour faire découvrir l'ostréiculture sur ce site en 86, nombre, ouais. Dans les années 80-90. Donc là, on est vraiment sur le site de production. D'ailleurs, on va commencer à y aller, puisqu'on a plein de choses à vous montrer. Puis tout à l'heure, on vous fera découvrir notamment plus de 1500 coquillages. Alors expliquez-nous ce qui est en train de se passer dans l'atelier où on se rend. Alors aujourd'hui, c'est une journée d'expédition. On va conditionner les huîtres qui ont été préparées auparavant toute la semaine dernière. Voilà, D'accord. pour la plupart. Donc on a des huîtres qui, après avoir été élevées, calibrées, vont passer 48 heures au minimum dans ces bassins. Donc vous faites de l'huître creuse, plate, un peu des deux. On fait les deux. La baie est réputée pour l'huître plate, c'était l'huître d'origine, et on fait aussi de la creuse. Donc ce sont les deux spécialités de la baie. Donc ça, c'est un peu votre bassin de stockage. Alors c'est plusieurs choses à la fois. C'est un bassin de stockage, c'est un bassin qui va donner un niveau sanitaire à l'huître égal pour une consommation. Et c'est aussi ce qu'on appelle l'école des huîtres. On appelle ça un bassin de trompage. On va tromper l'huître, on va lui faire croire que la marée monte et descend plus souvent que la marée normale pour la muscler. Ah ouais. C'est un peu un fitness center pour huîtres sans musique techno, quoi. Et qu'est-ce qui se passe avec les huîtres qui, par exemple, comme moi, ne sont pas très sportives ? Alors on a trois types, on appelle ça aussi l'école des huîtres. On a trois types d'élèves. On a des élèves qui retiennent très vite la leçon et qui sont capables de se fermer et bien hermétiquement garder leur eau à l'intérieur. D'autres qui sont plus fatigués ou blessés dans les différentes manipulations ne vont pas garder l'eau et vont être plus faibles. Et une troisième catégorie qui ne sait pas du tout se fermer, qui n'a rien appris, qui elle va mourir dans le process. Ah oui, ça Voilà. c'est... Alors, on va s'approcher un petit peu de la ligne de production. C'est pas très glorieux ceux qui meurent quand même. Alors justement, pourquoi est-ce qu'ici on voit vos collègues qui tapent les huîtres ? Alors, on va les taper et en fonction du son, on sait à quel type d'élève on a affaire. On ne va garder que les bons élèves pour expédier. Donc, en entrechoquant les huîtres, si on a un bruit plein, un bruit de cailloux, on sait que les huîtres sont bien fermées, pleines d'eau. D'accord. On va pouvoir les envoyer. Celles qui sonnent creux mais qui sont fermées, elles sont encore vivantes mais pas assez puissantes pour voyager. Donc, c'est comme à l'école, quand on ne connaît pas sa leçon à la fin de l'année, on redouble. Là, c'est pareil, elles repartent 6 mois sur les parcs. Et la dernière catégorie sont les huîtres qui sont mortes. Elles sont ouvertes et elles ne se ferment pas. Donc, on va les utiliser pour empirer les chemins où on passe en tracteur. Voilà. Bon, et puis on l'a pas dit, mais toutes ces huîtres, elles partent notamment à l'export dans le monde entier. On n'a pas trop le temps d'en parler, juste avant de finir. C'est quoi la particularité de l'huître cancalaise ? Alors, l'huître cancalaise, au goût, c'est toujours la plus puissante, la plus iodée. Ça vient effectivement du fait qu'on ait peu d'apport d'eau douce dans la baie, mais aussi des fortes marées qui oxygènent l'eau et qui développent beaucoup de nourriture. Et l'huître prend petit à petit le goût de sa nourriture. Donc une huître bien iodée. Merci beaucoup, c'est ça le secret. On se retrouve tout à l'heure. Stéphane, Anne Fantet, est-ce que toi tu aimes les huîtres ? Parce que j'ose pas dire à Stéphane que moi non. J'adore les huîtres et je crois qu'il y en a beaucoup aussi sur ce plateau. Allez, à tout à l'heure, Evan. Et en cette journée internationale des droits des femmes, des milliers de manifestations sont prévues
en France et partout dans le monde. Les revendications sont multiples et les combats quotidiens et nombreux. On en parle avec nos invités ce matin. Bonjour à toutes et à tous. Alors Hélène Aigu, vous avez lancé votre bureau d'études Équation territoriale en faveur de l'égalité homme-femme. Vous nous en parlerez dans quelques instants. Yvonne Guichard-Clodic, vous êtes avec nous en visio. Vous êtes la présidente de l'association concarnoise L'Abricotier Urgence Femmes qui vient en aide aux femmes victimes de violences. Maître Audrey Baduit-Goujon, vous êtes spécialisée en droit du travail. Yvon Lechevestrier, vous êtes co-auteur du livre Women les Bretonnes, paru aux éditions Ouest France. Et avec vous, Cécile Roy, on reviendra sur cette initiative de collégiens qui ont lancé une boutique solidaire dans leur établissement. Alors d'abord, cette première question assez simple, qu'est-ce que ça représente pour vous le 8 mars? Je m'adresse au seul homme sur ce plateau ce matin. Je pense que c'est une bonne piqûre de rappel, peut-être pour les hommes davantage que pour les femmes, mais voilà, une bonne piqûre de rappel. Hélène Aigu, qu'est-ce que ça représente pour vous le 8 mars? Généralement, c'est l'occasion de faire des bilans des années passées et des propositions pour les années à venir. Donc le bilan 2020, on voit que l'égalité, ce n'est pas acquis, qu'il y a des domaines où il y a eu des régressions, notamment avec la crise sanitaire, avec les difficultés en télétravail, avec la part des femmes dans les médias, avec les femmes en première ligne dans les métiers essentiels. Donc c'est toujours, pour reprendre le terme, un combat qu'il ne faut pas abandonner. Et Yvonne, pour vous, malgré le fait que cette date soit symbolique, elle est quand même importante pour vous? Ah, on ne vous entend pas. On va revenir tout à l'heure auprès de vous. Maître Baduit-Goujon. Alors oui, cette journée est un rendez-vous essentiel pour, comme vous l'avez dit, faire un bilan. Bilan qui est plutôt positif cette année, en tout cas dans mon domaine en droit social. Donc c'est bien. On va projeter sur l'avenir maintenant. Alors en attendant de retrouver Yvon Lechevestrier, alors vous, dans votre livre Women les Bretonnes, vous dressez le portrait de ces femmes. La violence est évidemment abordée, on va en parler tout à l'heure avec Yvonne. Qu'est-ce qui vous a marqué à ce sujet ? Justement, la violence. Je suis allé à la rencontre avec Tugdual Orelland d'une trentaine de femmes en Bretagne. Et à chaque fois, on ne s'y attendait pas. On a constaté que ces femmes ont été victimes de violences. Alors, pas toujours de violences comme on l'entend, de viols, mais souvent quand même des violences, je dirais peut-être tout à l'heure, des violences ordinaires qui sont terribles et qui nous ont vraiment interpellés. En tant qu'homme, cette violence ordinaire que vous évoquez, vous ne l'aviez jamais saisie autant, en fait? Pas à ce point-là, non. Je ne pensais pas que, par exemple, une réflexion d'un chef d'entreprise à une employée en me disant « Tu me demandes une augmentation, tu reviendras me voir quand tu seras bien habillée », sous-entendu quand tu seras habillée en femme. Cette femme que j'ai rencontrée qui m'a raconté cette histoire, c'était une vraie violence pour elle. Je n'avais pas imaginé que ça pouvait être ça dans la vie de tous les jours, y compris peut-être moi-même dans ma carrière. Des réflexions qui peuvent paraître anodines sont perçues, et je le comprends beaucoup mieux après avoir rencontré toutes ces femmes, comme de vraies violences. Ce que dit Yvon Lechevestrier, ça ne vous étonne pas autour du plateau, mesdames? Pas du tout, non. Et le pire, c'est qu'on a toléré longtemps. On s'est dit, bon, allez, encore une réflexion de plus, et on essaye de passer à autre chose. Mais au fond, ça marque profondément. Comment on fait pour faire prendre conscience de cette violence ordinaire, nous, en tant que femmes? C'est la question qui me vient là. Hélène Aigu. Comment on fait pour prendre conscience en tant que femme? C'est vrai que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on a conscience ou qu'on a intériorisé toutes les inégalités qui existent. Là, on a un cas d'agissement sexiste. C'est par la sensibilisation. Il faut autant sensibiliser les femmes que les hommes et la formation. C'est difficile autrement. Parce qu'on a tellement intériorisé tout ça qu'on l'accepte en fait et qu'on le vit au quotidien, non pas comme du sexisme, mais comme la vie en société, quoi. Et Cécile Roy, en tant qu'enseignante, ça se joue aussi dès le plus jeune âge. Comment on fait aussi pour que les garçons et les filles prennent conscience de cela? Oui, effectivement, c'est à l'école et dès le plus jeune âge que ça prend, je pense, l'égalité entre les deux sexes. Ça me fait penser l'année dernière, avec les élèves de 4e, avec une classe, on a participé aux 10 ans du sous-marin Le Flore. Il s'agissait de combattre une idée reçue et les élèves avaient retenu la place des femmes à bord des sous-marins. Et une collègue a mené un débat avec cette classe. Et sans rentrer dans les détails, on voit l'importance de travailler les stéréotypes chez les collégiens. Et je pense que ce type d'échange, justement, au collège peut permettre de contribuer à forger des comportements plus respectueux de l'autre sexe. Et on voit aussi qu'ils ont besoin d'en parler aussi dans cet espace-là. Mais l'école a sa place, c'est certain, oui. Alors, je crois qu'on a retrouvé Yvonne Guichard-Clodic. Est-ce que vous m'entendez, Yvonne ?
Oui, je vous entends très bien. Ah, super. Alors, votre association, l'Abricotier, existe depuis 20 ans. Hein. Votre permanence est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous vous mobilisez contre toutes les violences, qu'elles soient conjugales, physiques ou morales. Et vous, dans toutes vos missions, ce qui est important, c'est l'écoute. Hein. C'est tout ce qui fait votre action. Oui. C'est pas tout ce qui fait notre action, mais c'est effectivement le point d'entrée en tout cas. Et c'est quelque chose qui est très important que les femmes victimes de violences puissent s'adresser 24 heures sur 24 à quelqu'un et recueillir, avoir une écoute bienveillante. Alors, vous suivez une centaine de cas par an. Vous me disiez en préparant cette interview que pour vous, il y a eu un tournant il y a 2 ans. Oui, alors c'est vrai que suite au Grenelle des violences, on a vu le nombre d'appels à peu près doubler. Et en particulier dans les 4 derniers mois de l'année, on a vu le nombre d'appels multiplié par 4. Alors, ces personnes qui vous appellent, elles vous appellent pour des cas urgents ou plutôt pour le besoin de se confier? Il y a un petit peu de tout en fait. Hein. C'est vrai qu'on a des situations d'urgence, mais en particulier parmi les femmes qu'on suit finalement. Les premiers contacts, c'est beaucoup aussi des femmes qui sont sur le point de partir ou qui voudraient sortir de leur situation et qui ont besoin de conseils pour justement pour s'en sortir. Et comment on les aide? Comment on accompagne toutes ces femmes qui se confient? Parce que j'imagine que ça ne doit pas être facile aussi. Non, c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident. L'idée, c'est quand même de les orienter vers les services compétents, hein, que ce soit en matière juridique, en matière de santé, en matière d'hébergement, etc. On fait beaucoup le relais quand même vers les services. Hein, on ne se substitue pas aux services sociaux existants, pas du tout. Hein, on est plutôt là en complément. Et puis aussi parce qu'on a le temps de l'écoute. Hein, et autrement, on accompagne aussi les personnes, que ce soit au tribunal, que ce soit pour porter plainte, pour aller chez l'avocat, chez l'assistante sociale, etc. Et puis on a un groupe de parole aussi. D'accord. Alors on parlait de l'écoute. Yvon Le Chevestrier, vous avez écouté ces femmes pour dresser leur portrait. Alors c'est des femmes de générations différentes, elles sont toutes bretonnes. À quel endroit se rejoignent-elles le plus souvent? Qu'est-ce qui fait qu'elles font corps, ces femmes, ces 30 femmes que vous avez écoutées? Déjà la violence, étonnamment, toutes ont été victimes d'une sorte de violence. L'autre chose, c'est qu'elles sont bretonnes, sans faire du régionalisme à l'excès. Je pense qu'elles ont un caractère quand même qui est réel. Et je pense que Artus Bertrand, quand il a eu l'idée de faire ce film Women les Bretonnes, c'est venu d'un échange qu'il avait eu avec un Breton qui lui avait dit « Bon, c'est bien beau, Artus Bertrand, de vouloir faire un film sur les femmes du monde entier, mais tu sais qu'ici, en Bretagne, il y a des femmes qui mériteraient un portrait. » Et le film a été fait, Women les Bretonnes, pour mettre en avant justement un caractère sans doute un peu particulier des femmes d'ici. Et justement, Hélène Aigu, vous, dans votre démarche, vous me disiez qu'il est essentiel que les femmes soient actrices dans le domaine de l'égalité, parce que vous croyez profondément à leur rôle moteur dans les territoires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, on a entendu des versions de femmes qui sont victimes de violences, ou victimes, qu'elles soient physiques, sexuelles ou psychologiques. Mais il ne faut pas toujours placer les femmes dans une situation de victime, parce que sinon, ça veut dire victime, ça veut dire coupable aussi, donc on n'en sort pas dans les rapports sociaux. Hein, il faut aller au-delà. Alors, les mettre en tant qu'actrice, c'est les écouter, déjà, leur laisser la parole. Et là, on voit bien souvent que les femmes prennent moins la parole, on les interrompt plus, on prend leur avis comme un peu... des fois, on dévalorise les avis. Donc, c'est déjà une grande partie, les laisser parler, les écouter, et puis les laisser accéder ou les accompagner vers des postes de décision. Parce que c'est là aussi qu'on voit que les écarts se creusent, c'est quand on monte dans les échelons, il y a de moins en moins de femmes. Yvonne Guiard, j'imagine que vous partagez l'avis d'Hélène. Hein, les femmes doivent être actrices. Elles ne sont pas que victimes. Absolument, c'est quelque chose qui est justement fondamental dans notre accompagnement, hein. Le fait de passer de victimes à actrices de leur propre vie. Hein. Alors, il est important de cibler les inégalités, c'est un peu ce que veut faire votre bureau d'études, mais concrètement, comment on fait? Parce que comment on fait pour cibler les inégalités et puis après y répondre avec des vraies solutions?
Comment on fait? C'est des méthodes assez classiques pour un bureau d'études. C'est d'abord aller regarder toutes les données qu'on a sur un territoire. Ça peut être des données INSEE, des enquêtes, quels sont les usagers des services publics ou les usagères, quelles sont les perceptions des partenaires locaux, comment les élus voient leur territoire. On recueille tout ça et puis on analyse. Ouais, et vous me donniez un exemple précis sur le sport, par exemple. Le sport. Par exemple, on sait qu'au niveau national, il y a 38% des pratiquantes de fédérations qui sont des femmes. Donc, ça veut dire que 62% sont des hommes. Dans les instances dirigeantes, c'est un peu plus... c'est très masculin. Dans les médias, c'est pareil. Donc, on va regarder au niveau local comment ça se passe. Il y a eu plusieurs études sur des communes qui montrent que 60 à 80% des dépenses publiques sont à destination des garçons, du sport des garçons et des hommes. Donc ça, on n'en prend pas conscience tant qu'on ne l'a pas regardé, tant qu'on ne l'a pas pointé. Et donc, effectivement, après, on met des actions en place pour inciter les filles à faire du sport, pour avoir des pratiques mixtes, pour mettre les équipements qui conviennent aux souhaits des jeunes filles, etc. C'est vrai que c'est étonnant, hein, ce constat-là. On ne se rend pas bien compte. Hein. Alors, autre combat qui est lui aussi essentiel, l'égalité homme-femme en général, mais aussi au travail. Alors, maître, petite question, toutes les entreprises donc, de plus de 50 salariés devaient publier l'année dernière un index de l'égalité homme-femme. Où en est-on sur cette question? Alors, c'est une loi de 2018 donc, qui concernait au départ les grosses entreprises. On a fait les choses par étapes. Le but, c'est de mesurer en fait comment se passe l'égalité professionnelle. On pense tout de suite à la rémunération de son collègue, mais il y a aussi d'autres volets comme les promotions, les écarts de salaire, est-ce qu'on a accès au temps plein. Donc, cet index permet de mesurer de façon concrète ce qui se passe dans l'entreprise. Là, il y a eu un petit décalage donc, dans le temps, mais les entreprises ont bien répondu et ont répondu avec quels sont les résultats, par exemple, en Bretagne, parce que c'est ce qui nous intéresse. Oui, les résultats sont bons en Bretagne, puisqu'on est... Alors, normalement, c'est un index qui mesure sur 100. Donc, il faut avoir au moins 75 pour être bon élève, sinon on peut avoir une sanction à terme, qui est une sanction financière des entreprises, qui va être à échéance, puisque l'entreprise a 3 ans pour régulariser. Nous, on a à plus de 10 points de ces 75% de satisfaction, donc on est bien placé. Mais en même temps, on voit que ce chiffre d'environ 5% des entreprises bretonnes qui ont publié leur index, la Bretagne est bonne élève, mais c'est pas assez finalement. Pas assez. Sur 12 000 entreprises, il n'y en a que 593 qui ont publié cet index. Oui, c'est ça. Et comment on explique que ça prend pas aussi vite qu'on Alors, c'est vrai que c'est pas forcément simple à mettre en place. Alors nous, je suis ambassadrice égalité pour l'UE35 auprès du ministère. Donc, on a mis en place des guides pratiques parce que le DRH, parce que là, ça concerne les plus petites entreprises. Donc, 50 salariés, quand il y a un DRH, il est un peu perdu face à toutes ces données chiffrées qu'il doit remplir. Il n'a pas forcément recueilli tous les éléments. Donc, ça prend du temps, mais il y a quand même des premiers effets et ceux qui ont des notes sont plutôt satisfaisants. Est-ce qu'il y a des contrôles quand même de l'inspection du travail? Oui, il y a eu des contrôles, 250 mises en demeure, un peu plus. Pas de sanctions, quelques sanctions ponctuelles, mais c'était vraiment sur des inégalités suite à la dénonciation d'une salariée qui constate que ça fait des années qu'elle n'a jamais eu une promotion alors qu'elle demande et que son collègue, lui, a eu une promotion importante. Mais sinon, les sanctions, ça viendra donc dans 3 ans. Et quelles sont les situations sensibles auxquelles vous faites face, notamment sur ces sujets égalité homme-femme dans le cadre de votre exercice, maître? Ah oui, le plus parlant, c'est le retour de congé maternité. Alors pour rappel, le congé maternité, on doit revenir et retrouver son travail ou au moins un poste équivalent. Et au final, au concret, on se rend compte que c'est pas ça, que les promotions qu'il y a eu, donc pas les promotions, mais les augmentations de salaire qu'il y aurait pu y avoir sur cette période de congé maternité, la femme, elle n'est pas là, elle n'a pas le droit à cette promotion. Et c'est une vérité. Et on voit au niveau des chiffres nationaux que ces augmentations de salaire ne sont pas données aux femmes. Et les femmes n'osent pas forcément demander. Alors aujourd'hui, on a quand même le rendez-vous avec son employeur pour faire un bilan, pour l'aider à revenir à son travail. Donc les femmes peuvent le demander par un petit mail disant « Oh, je n'ai pas eu mon rendez-vous de bilan de retour. Est-ce qu'on peut l'organiser ?» Ça peut se faire par le dialogue. Et ça permet justement d'aborder toutes ces questions-là. Et c'est fondamental. Alors quels sont les axes de politique à venir? Parce que quand on entend tout ça, on se dit quand même qu'il y a beaucoup de boulot.
Il y a beaucoup de boulot. La France est bien placée. Hein. On va prendre aussi le positif, puisqu'au niveau international, on est. Il y a un cabinet international qui a communiqué des chiffres. On est premier. Après, on est premier. Ensuite, il y a l'Espagne, la Suède. Donc, on est plutôt bien placé. Après, ça tout dépend des indicateurs retenus. Les projets au niveau du ministère, c'est déjà de revoir. Donc, on a mis en place cet index. On se rend compte que c'est pas toujours facile de le mettre en place, de le mesurer. On voit que certains, on peut les manier et puis faire plus belle la mariée. Donc, le but, ce sera de retravailler là-dessus et puis de voir aussi tout ce qui est postes, les hauts postes, parce que là, il y a de vraies carences. Oui, de vraies carences. Merci beaucoup. On arrive déjà au terme de ce dossier du jour. Merci Yvonne Guichard-Clodic d'avoir été avec nous depuis Concarneau. Et Yvon Lechevestrier, je rappelle que votre livre Women les Bretonnes est toujours disponible aux éditions Ouest France. Merci Hélène Aiguë, merci Maître Balu-Goujon. Je vous propose de prendre la direction de Cancale où nous attend Evan à présent. Oh, qui sont beaux ces coquillages, Anne Fantet. Et oui, parce que quand on vient visiter la ferme marine de Cancale, on peut non seulement voir comment se passe un chantier ostréicole, comment est-ce qu'on élève les huîtres, mais on peut aussi visiter notamment cette grande salle où il y a plus de 1500 coquillages. Stéphane, ils viennent d'où tous ces spécimens? Alors, ils viennent du monde entier, en fait. Mon beau-père, Joseph Pichot, quand il a commencé à travailler à l'export, il a récolté des coquillages dans tous les pays où il allait voir ses clients. Et puis après, il a décidé d'exposer sa collection. Et alors là, on voit des super pièces juste à côté. Ça, c'est un cassis, ça s'appelle un cassis. On a des conques ici. Donc 1500 coquillages, est-ce que ça représente un petit peu toute la faune? Il y a presque toutes les espèces qui existent dans le monde. Il y a toutes les espèces qui existent dans le monde. Peut-être pas chaque type, mais il y en a une grosse partie. Oui. C'est super. Et alors, est-ce que vous avez aussi, on va avancer un petit peu, vous avez aussi les huîtres alors du ici, monde? Oui, on a des huîtres du monde, parce qu'il n'y a pas que les huîtres plates et les huîtres creuses qu'on cultive dans la baie du Mont-Saint-Michel. Il n'y a pas que 2 espèces. Il y en a plusieurs dizaines qui sont présentées ici. Et là, on voit des huîtres d'un peu partout. Enfin, Polynésie, Afrique, Californie... on a des très vieilles huîtres. Il y a une huître violette et verte là, elle est dingue celle-là. Oui, alors ça peut être des huîtres de palétuvier, ça peut être, il y a plein d'espèces différentes. Hein. Alors quand on vient ici, vous apprenez aussi au public un petit peu les bases de l'huître, un peu l'huître pour les nuls, notamment la biologie de l'huître et puis ses prédateurs. Oui, alors on va apprendre, on va vous donner des informations pour mieux comprendre ce que c'est que l'huître, et puis sa biologie, sa méthode de reproduction, et aussi les prédateurs, parce que l'huître, elle a des prédateurs. Bien sûr, le prédateur principal, ça reste l'homme, mais il y a aussi des oiseaux, le bigorneau perceur, qui est un bigorneau qui va déposer avec sa trompe un peu d'acide sur la coquille, la percer, ensuite il va liquéfier la chair et l'aspirer. Plus elle est grosse, plus il va vivre longtemps dessus. Voilà, donc il y a les étoiles de mer sont des prédateurs aussi. Enfin voilà, donc on apprend qui mange l'huître. Et alors, ma partie préférée, elle est juste là, c'est des huîtres qui font des perles. Pourquoi est-ce qu'en Bretagne, on ne fait pas des huîtres perlières? Alors, en Bretagne, on ne fait pas des huîtres perlières parce que ce sont des espèces d'huîtres spécifiques qui vivent dans des huîtres chaudes. Mais là, il y a des eaux chaudes, pardon. C'est quoi ces petites perles? Alors là, ce sont des concrétions de nacre qui ont été trouvées dans des perles, dans des huîtres de Cancale, pardon. Des petites perles. Alors c'est petit, c'est pas précieux parce que la nacre est pas précieuse. Il faut vraiment une huître qui fabrique une nacre précieuse pour pouvoir faire des perles. Et par contre, ici, on voit des vraies huîtres perlières qui viennent de l'autre bout du monde, où là, c'est quand même de la vraie perle. Ah oui, celle-là. Alors ça, c'est de la Pintada margaritifera, c'est ce qu'on appelle l'huître de Tahiti qui fait des perles noires ou grises. Bon, et celle-ci, là, à mes pieds, c'est quoi cette huître-là? Alors cette huître-là, je voulais vous... Il y a une perle dedans? Non, je voulais vous l'offrir pour déguster. Je pensais que ça vous ferait plaisir de goûter une huître de Cancale. Oui, c'est vrai que j'adore les huîtres en plus, quelle chance. Mais vu qu'il n'y en a qu'une seule, je vais me sacrifier. Je vais l'offrir au caméraman. Allez, on se retrouve tout à l'heure, Anne Fantet. On vous emmène maintenant sur l'estran pour aller découvrir les algues. À tout à l'heure. Et tiens, Fabrice, régale-toi. À tout à l'heure. Et vous le savez, chaque jour, coup de projecteur sur une profession où les femmes sont souvent majoritaires. Et bien cette fois, c'est un homme qui a choisi ce métier. Il s'appelle Maxime. Il est conseiller en économie sociale et familiale. Regardez. Ce qu'on va faire ensemble, c'est que j'ai 2 questionnaires à faire avec vous. Comme on est en début de piste, j'ai un questionnaire Covid juste pour voir si vous n'êtes pas du coup à risque. Un questionnaire social. Ok, madame? Alors,
Je suis Maxime Audren, j'ai 28 ans. Je suis conseiller en économie sociale et familiale depuis un peu plus de 3 ans aujourd'hui. Bon alors Catherine, ça s'est bien passé ce matin? Nickel. J'ai un dossier à voir avec toi après. D'accord, bah écoute, on va voir ça ensemble. Qui devra peut-être revenir te voir encore. D'accord, ça marche. Moi, je suis vraiment là en tant que travailleur social, grosso modo, pour accompagner les personnes dans leur quotidien, dans la difficulté qu'ils pourraient rencontrer, pour essayer de trouver des solutions, essayer de mettre des choses en place, que ce soit avec différents partenaires. C'est vraiment un accompagnement dans le quotidien, parce que c'est des personnes qui sont en manque d'informations, qui ne savent pas que tel dispositif existe, telle structure existe. Donc on essaie un peu de les informer dans un premier temps et de les accompagner dans leur démarche, grosso modo. Par exemple, j'ai un exemple concret, vous voulez que je vous accompagne pour essayer de trouver un médecin traitant, deuxième rendez-vous, je le reçois, je lui explique l'intérêt d'en avoir un, je lui montre les différentes choses qu'il faut faire, comment en trouver un en tout cas, et j'essaie qu'ils partent avec un rendez-vous surtout. Vous m'avez dit il y a 10 ans, tu seras travailleur social, j'aurais pas cru, honnêtement. J'étais curieux, je voulais un peu découvrir parce que ça touchait un peu à l'économie, à la bio, à la science, là que ça me plaisait, je me suis dit pourquoi pas. Et franchement, j'ai accroché. C'est vrai qu'il faut avoir quand même une connaissance assez large sur différents dispositifs comme différentes structures. Il faut vraiment connaître, on va dire, les droits communs. J'ai une personne qui me vient tout de suite en tête, qui, du coup, sur mon ancien poste, que j'ai accompagné pendant quelques mois avant que malheureusement elle décède. C'était une personne âgée qui était complètement, j'ai envie de dire, à l'abandon, mais qui au début ne voulait vraiment pas être aidée. Avec mon ancienne responsable, c'est vrai qu'on a fait du forcing pour arriver à faire quelque chose. Elle nous a ouvert la porte et elle avait une confiance totalement en moi. J'avais réussi à mettre des dispositifs en place pour qu'elle arrive à se soigner, pour qu'elle ait des ressources, pour qu'on arrive à régler ses dettes. J'avais vraiment fait un travail de fond avec elle et c'est vrai que le fait que du coup, du jour au lendemain, elle nous a quittés, ça m'a vraiment marqué pour le coup et je pense qu'il me marquera pour le reste de ma vie. Moi, ce qui est gratifiant dans ce travail, et je pense que c'est pour ça que j'ai vraiment accroché, c'est que de ce côté, j'accompagne les personnes pour essayer de s'en sortir. Et vraiment, moi, ce que je leur dis, mon but, c'est de plus vous revoir. Ça veut dire que vous n'avez plus besoin de moi. Ce qui me rend fier, c'est surtout m'apporter ces éléments d'information qu'ils n'ont pas, en fait. En tant qu'humain, en tant que personne, ça fait vraiment du bien de pouvoir venir aux besoins de ces personnes. Et pour connaître toutes les opportunités d'emploi dans le secteur, Ingrid Loubatière nous a rejoint. Bonjour Ingrid. Bonjour Anne Fanté. Alors vous êtes conseillère Pôle emploi à Brest. Comme le disait à l'instant Maxime, le conseiller en économie sociale et familiale accompagne sur toutes les démarches du quotidien. Et quelles sont les formations qui permettent d'accéder au métier? Alors, les formations, donc, elles vont être à partir du Bac+2 à minima, donc sur un BTS de conseiller en économie sociale et familiale. On peut également donc passer le diplôme d'État du conseiller en économie sociale et familiale de niveau Bac+3. Et enfin, pour les personnes qui voudraient s'orienter donc davantage sur l'encadrement, on peut passer donc jusqu'au Bac+5, un diplôme d'ingénierie sociale. Alors on l'a compris, c'est un métier humain qui demande aussi des qualités humaines indispensables. Exactement. Vraiment, les compétences essentielles sur ce métier, c'est vraiment d'être dans un premier temps à l'écoute des personnes que le conseiller accompagne. Bien aussi avoir connaissance donc du besoin de chacune de ces personnes pour bien les accompagner dans le cadre de leur démarche et puis avoir beaucoup d'empathie aussi par rapport au public accompagné. Et combien donc d'offres le sens du contact est important. Et combien d'offres y a-t-il à pourvoir en Bretagne et pour quel salaire? Alors actuellement en Bretagne, on peut compter une dizaine d'offres sur tout le territoire breton. Au niveau des salaires, donc ça... nous avons visiblement un petit... Et 1 700 € brut en début de carrière. Et puis on peut aller jusqu'à 2 900 € sur la fin de carrière. Merci beaucoup Ingrid, nous avions quelques problèmes de liaison. C'est l'heure maintenant de notre moment solidaire. Dans notre boîte à idées, on vous propose ce matin de vider votre dressing avec Tréma. Regardez. Mes placards débordent de vêtements. Donne-les sur Tréma d'Emmaüs. Ils y trouveront une nouvelle vie. Tréma, c'est la nouvelle plateforme d'Emmaüs qui vous permet de donner des objets afin de financer un projet social et solidaire. Et c'est hyper simple. Vous postez une annonce de l'objet que vous souhaitez donner pour qu'il soit vendu à un prix Emmaüs à quelqu'un qui en a l'utilité. Le prix de la vente est reversé à l'initiative solidaire que vous aurez au préalable choisi de soutenir. Et une partie de ce don pourra être défiscalisée. Emma est étudiante à Sciences Po et elle a rejoint l'équipe Tréma en tant que bénévole.
Ce qui m'a vraiment donné envie de m'investir dans ce projet, c'est son concept de donner un objet, financer un projet. On entend souvent qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, les problématiques environnementales et sociales, elles doivent être combattues ensemble. Et pour moi, Tréma, c'est un projet qui est vraiment novateur pour ça. Et après, plus personnellement, ce projet, il est important pour moi parce qu'il m'a permis de me rendre compte que partout, il y a des gens en France qui sont prêts à avoir des super idées pour faire bouger les choses et que chacun, si on allait chercher les merveilles qui dorment dans nos placards, on pourrait faire des grandes choses. Pour vider son dressing de façon solidaire, ayez le réflexe Tréma, la nouvelle plateforme de vente en ligne d'Emmaüs. Et on vous invite à prendre un autre réflexe, il est breton celui-là. Et si vous veniez à la boutique solidaire New Love du collège Beaumanoir à Ploërmel. Alors Cécile Roy, vous êtes enseignante dans cet établissement, vous coordonnez cette coopérative créée de A à Z par les élèves. Oui, tout à fait. Ouais. Alors une petite explication par rapport au nom déjà, New Love. Il a été choisi par les élèves en cours d'anglais. Et donc, il évoque l'attachement aux vêtements d'occasion que l'acquéreur vient de trouver dans la boutique solidaire. Ouais. Voilà, donc effectivement, les élèves ont tout fait de A à Z. Dans un premier temps, il y avait une équipe éducative qui avait envie de sensibiliser ces jeunes aux valeurs de l'économie sociale et solidaire, donc la coopération, la solidarité, une autre manière de consommer. Et on voulait aussi montrer à nos élèves qu'ils étaient capables de réussir en menant à bien un beau projet. Donc l'histoire a commencé en juin 2018, en fin d'année scolaire. On a réuni tous nos élèves avec l'équipe enseignante dans le but qu'ils s'engagent dans un projet en fait, d'utilité environnementale et pluridisciplinaire. C'était vraiment notre demande. Donc plusieurs propositions ont émergé et est ressortie donc l'idée de collecter et vendre des vêtements d'occasion dans une boutique. Alors justement, on va les entendre, ces élèves. Déjà, c'est le recyclage. Après, il y a l'aide à la personne, tout ce qui est aider les personnes qui en ont vraiment plus besoin. Et puis après, il y a tout ce qu'il faut faire dans une boutique normale. On a appris à trier les habits, à les mettre en rayon, à tenir la caisse. Et puis, on a appris à faire attention aux clients qui sont là. Enfin, faut rester avec eux. Pour ce témoignage des élèves. Alors, ce sont des activités en fait où ils apprennent des compétences qui leur seront utiles dans le champ professionnel en fait. Oui, c'est ça. En fait, donc c'est un projet pluridisciplinaire. Donc, en SECPA, les élèves ont de l'atelier en 4e et 3e. Donc l'atelier Habitat qui a permis donc de récupérer un appartement de fonction en fait du collège qui a été réaménagé. Ils ont pu également durant cet atelier équiper la boutique en meubles, en portants. Et puis dans l'autre atelier, l'atelier hygiène, alimentation, service (HAS) donc que j'enseigne, les élèves là ils sont occupés de s'initier au métier du linge, donc l'entretien. Également, ils ont appris tout ce qui est règles d'accueil de la clientèle, la politesse, etc. Et il y a des tas de compétences. Ils apprennent la compta, la gestion, la relation client. Et les mathématiques aussi qui rentrent en jeu. Et justement, la boutique a été inaugurée en janvier. J'imagine qu'ils étaient fiers. Oui, bien sûr, c'est toujours une grande satisfaction quand ils se rendent compte que leur projet a fonctionné, que la clientèle est là. Le sourire qui est sur leur visage le démontre. Et ça, forcément, ils sont valorisés au sein de leur établissement et de la commune. Et ça, c'est un petit peu plus de confiance en soi qui fleurit. Parce que ce sont des élèves pour qui l'école, ça n'a pas toujours été évident, ça a été difficile et ça permet aussi d'apaiser cette relation. Oui, il y a un climat de confiance vraiment du coup qui s'installe entre les enseignants et les élèves. Ils sont en situation de réussite et du coup aussi ce projet permet à beaucoup d'enseignements de se greffer sur ce projet parce que quand on parle boutique, les élèves accrochent, ils sont motivés, donc on y va. C'est du concret. C'est du concret, une entreprise sociale et solidaire en vrai. Et c'est un projet qui évolue perpétuellement, il y a des nouveautés, et c'est aussi un projet qui se transmet d'élève en élève. Oui, chaque année, en fait, on essaye de se mettre de nouveaux objectifs. Enfin, les élèves proposent de nouveaux objectifs. Donc, par exemple, cette année, ça se voit sur ce nouveau logo. En fait, ils ont travaillé sur un concept vintage. D'accord. Donc, on est passé à la facturation au kilo. Donc 1 euro ou un galet, 2 kilos de vêtements, puisqu'on travaille avec le galet aussi, qui est la monnaie locale du pays de Ploërmel. Et chaque année des nouveautés. Ils se sont engagés cette année avec 2 partenariats aussi, avec l'IM Pro de Saint-Avé et le lycée professionnel Louis Armand, où ils proposent des lingettes lavables. Ils ont appris avec les lycéens à les coudre et ils les proposent à leur boutique à partir de textiles recyclés dans leur boutique. Il nous reste quelques secondes. Est-ce que nous, on peut donner des vêtements aussi à votre boutique ou est-ce que vous pouvez demander aux habitants de Ploërmel de contribuer ?
Oui, bien sûr, il y a toute une communication qui a été faite en cours de français sur ce sujet-là. Les élèves donc, ont indiqué dans leur flyer que les collectes se font le jeudi après-midi et le vendredi après-midi. Et les clients sont accueillis au niveau de la boutique pour venir déposer leurs dons. Merci beaucoup à Cécile Roy pour cette belle initiative. Merci. On souhaite longue vie à votre boutique solidaire. Allez, on part faire un dernier saut du côté de Cancale où nous attend Evan qui se frotte les mains. C'est un temps parfait pour aller à la plage en tout cas. Et je suis maintenant avec Anaïk et Stéphane toujours. Stéphane, quand on vient visiter la ferme marine de Cancale, on en apprend beaucoup sur les huîtres, les coquillages, mais pas que. Pas que, parce qu'on peut étendre la visite huîtres par une visite sur les algues thématiques qui se passe sur l'estran, donc à marée basse, avec Anaïk. Eh bien, enchanté Anaïk. Alors, enchanté. on se retrouve tout à l'heure, on va faire une petite visite express pour nous parler des algues. Alors, évidemment, normalement, vous marchez sur toute une longueur d'estran. Là, on va se cantonner à 3 mètres carrés. Voilà, on va se promener un petit peu plus loin sur l'estran. Mais c'est quand même sur nos petits 3 mètres carrés. Voilà, d'algues, on a quelques algues différentes. Donc, en fait, on a l'impression que c'est toutes les mêmes algues, elles sont marrons. Mais ce qu'on appelle de façon générale le goémon, que certains connaissent sous un autre nom qui est le varech. Et effectivement, la plupart des gens, enfin beaucoup de gens pensent que voilà, c'est marron, donc tout ça c'est identique. Et en fait, pas du tout. Là que déjà, mais que nenni. Donc déjà ici, on a donc celle-ci qui est donc ce qu'on appelle l'ascophile noueuse. Alors noueuse, pourquoi? Parce que vous avez ceux-ci qui sont donc les nœuds et qui sont en fait des flotteurs. Pour permettre à l'algue de pouvoir récupérer, continuer à flotter à la surface de l'eau. Et on a une autre espèce. La lumière. Et donc on a sinon du fucus. Alors ici par exemple on a du fucus vésiculeux, donc avec des petits flotteurs également. On a du fucus au-dessus qui est plutôt fucus spiralé. Vous voyez, la feuille tournicote légèrement. Et puis on a un petit peu plus bas, ici. Je marche dessus. Et il marche dessus. Oh là là là, mon Dieu, sacrilège. Et donc ici par exemple on a une autre sorte de fucus, qui est ce qu'on appelle le fucus dentelé. Mais alors c'est bien mignon de savoir reconnaître toutes ces algues, mais est-ce qu'on peut les manger? Oui, bien sûr, on peut. Alors pas forcément toutes, mais c'est vrai qu'ici, certaines, leur utilisation, c'est notamment dans tout ce qui va être complément alimentaire pour l'amincissement. Par exemple, d'accord. Par exemple. Et puis sinon, les cosmétiques aussi. Les cosmétiques, alors on en a à différents endroits, notamment la pelvétie qu'on peut utiliser dans les cosmétiques, dans la fabrication de crèmes hydratantes, pour éliminer les ridules, etc. Et quand vous faites en ce moment la ferme marine est fermée mais elle va bientôt réouvrir, en tout cas vous allez bientôt proposer aussi un atelier sur le tartare d'algues. Oui. Là la visite c'est visite plus dégustation de tartare et au mois d'avril on voudrait faire des petits ateliers culinaires où les gens vont pouvoir fabriquer eux-mêmes leur propre tartare et le déguster. Ça c'est une super idée, merci beaucoup. Stéphane, merci, je vous en prie. Merci beaucoup de nous avoir fait visiter aussi la ferme marine. De rien, Evan. Vous avez encore une huître à la main? Je t'ai ramené une huître parce que tout à l'heure, tu n'as pas pu la manger. Donc, Enfin oui, merci, quelle chance. Donc là, je n'ai pas le choix, il faut que je la mange. Non. Moi qui adore ça tombe bien. Mais en fait, c'est super bon. J'en prends une bourriche. Allez, Anne Fanté. Moi, je vais me régaler, puis je te laisse terminer l'émission. À demain. Je croyais que t'aimais pas du tout les huîtres, je comprends plus rien. C'est trop bon, en fait. Bon, allez, merci Evan, merci à tous nos invités d'avoir été avec nous ce matin. Un programme d'Ensemble c'est mieux. Demain, on vous fera découvrir la langue des signes. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée sur France 3 Bretagne. Retrouvez dans quelques instants votre journal régional et à demain.